Eh bien, bonjour à tous. Alors, Emmanuel, je vais te laisser te présenter. Avec plaisir, merci Vincent. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuelle Sylvestre, je suis consultante dans les secteurs de la mode et du luxe. Je suis aussi co-organisatrice, comme le disait Julie, de la Fashion Tech sur laquelle nous travaillons ensemble depuis 2017. Et c'est un événement sur lequel nous réfléchissons à toutes les manières dont on peut innover sur la chaîne de valeur de la mode et bien entendu du textile ou du cuir, etc. Je crois que les enjeux aujourd'hui sont très très importants et mon expertise va venir peut-être vulgariser un petit peu les, comment dirais-je, l'approche très technique que va nous proposer Vincent. Alors, on va survoler quand même, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors, juste, je suis Vincent Biancal, je suis responsable de l'activité logicielle chez Minalogic et interlocuteur pour l'industrie 4.0. Alors, déjà, pôle de compétitivité Minalogic, c'est quoi? C'est le pôle de compétitivité des numériques, des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc nous, on est juste sur les technologies. Alors que si vous avez le pôle Tectera, qui lui est sur toute la filière textile, au niveau national, donc on travaille souvent ensemble dans des présentations comme celle-ci ou sur des co-événements. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler ce matin de l'industrie du futur ou l'industrie 4.0. C'est quoi la différence? Peut-être qu'il y en a une, peut-être pas. On va regarder l'origine, les domaines, les thématiques, et puis donner quelques définitions, et peut-être qu'à la fin, vous saurez au moins comment faire, ou alors avoir quelques informations pour voir comment vous allez pouvoir aller vers l'industrie 4.0 si vous n'avez pas encore déjà commencé. Voilà, donc l'industrie du futur et l'industrie 4.0. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Parce qu'on parle soit l'un, soit de l'autre, on ne sait pas s'il y a une différence. Eh bien, la réponse, c'est l'industrie 4.0. C'est un concept allemand qui est né, qui est né en 2011. Il a été demandé aux entreprises allemandes d'opérer une mutation technologique et sociale. Et l'objectif annoncé était très clair, c'est que on a demandé aux entreprises allemandes de réfléchir à des concepts qui puissent faire en sorte qu'elles puissent fabriquer pour une seule personne, comme au même coût que si elles faisaient une production de série. Voilà, le concept est parti de là en 2011 en Allemagne. Et ce concept s'est généralisé un peu dans le monde entier. Et en France, la réponse à ce concept, elle est arrivée en 2015, suite au rapport Gallo, qui a montré le retard qu'avaient les entreprises françaises, tant au niveau des équipements industriels que des technologies du numérique. Donc, en fait, l'industrie du futur, c'est un plan de modernisation de 2015, et il avait comme rôle d'aider les entreprises à faire leur mutation, tant sur les technologies nouvelles et surtout, et ça sera tout très important tout au long de la présentation, quand on va parler de l'industrie du futur, c'est en gardant l'humain au centre de tous les processus. Donc, l'industrie du futur, le plan industrie du futur avait plusieurs objectifs. L'objectif de combler le retard, l'objectif de gagner en compétitivité, de se relancer sur la compétition internationale et de relocaliser certaines activités quand c'était possible. Voilà, donc une petite définition de l'industrie du futur. L'industrie du futur, c'est une réponse à plusieurs transitions d'ordre écologique, économique, sociétal, organisationnel et numérique. Et chacune de ces transitions fait appel à de nombreuses nouvelles technologies et à de nombreux modes d'organisation. Il n'y a pas que les technologies qui vont changer, mais c'est tout le mode d'organisation de l'entreprise qui va changer. Donc pour mieux appréhender l'industrie 4.0, il faut se replacer sur toute la chaîne de valeur qui va du fournisseur, au client. Ces nouvelles technologies ont permis d'avoir des fabrications qui sont devenues très intelligentes, donc qui ont permis d'imaginer de nouveaux business models et de nouvelles activités de service. Et le tout en rationalisant la chaîne de production, en permettant la collaboration à tous les acteurs, que ce soit clients, fournisseurs et les opérateurs, et aussi les acteurs des chaînes de production des entreprises.
les équipes de production. Voilà. Alors, je rebondis peut-être, Vincent, sur ce que tu es en train de nous présenter. Je crois qu'il y a une thématique avec laquelle c'est intéressant de commencer justement cette présentation, parce qu'on parle beaucoup de technologie, mais on a parlé de l'humain aussi. On a parlé de nouveaux business models. Et je crois que l'un des prérequis à la transformation, à la digitalisation, à l'adoption assez rapide, parce qu'on a des enjeux rapides, c'est d'abord l'humain. C'est d'abord de convaincre l'humain, d'éviter la résistance au changement. On a des business models aujourd'hui qui sont très ancrés, très installés. Il y a plein de startups et de modèles émergents, mais il y a aussi des entreprises qui sont sur les métiers depuis 30, depuis 40 ans, depuis parfois beaucoup plus. On est sur une terre textile, sur une terre de patrimoine, d'entreprise du patrimoine vivant. Il y a des gens qui vont avoir du mal à aller là-dedans. Et l'humain sera le premier levier, je crois, à actionner pour pouvoir permettre ce changement et l'adhésion aux nouvelles technologies. Je crois que c'est Éric Boel qui a cette formule, Éric Boel des tissages de Charlieu, qui dit en tout cas ses salariés disent « tissons ensemble de jolis liens ». Et je crois que c'est une belle formule pour démarrer sur du technologique, et on voit bien qu'aujourd'hui, et ça va être ce que Vincent va nous présenter, la technologie ne sera rien sans l'humain à côté. Et les deux mots-clés de cette humanité au niveau de la digitalisation des process, ça va être le focus sur le local et sur la co-création, faire ensemble, à côté, faire résonner l'écosystème local, le maillage des entreprises qu'on a juste à côté, comme on le faisait il y a 30 ou 40 ans, beaucoup plus, puisque la chaîne textile, ce n'est pas un interlocuteur, ce sont des dizaines de métiers, des dizaines d'interlocuteurs. Il va falloir recréer ce lien, qui s'est d'ailleurs recréé quand on a eu une pénurie de masques, par exemple. On a vu des initiatives assez incroyables, notamment du côté du pôle textile Alsace, avec la création de Baral Technologies, peut-être certains en ont entendu parler, avec la création, je crois, en une trentaine de jours, de Baral Technologies, d'une usine plus ou moins virtuelle, née de la collaboration entre 6 acteurs dépendants du pôle textile Alsace. L'agilité dont on va parler, la digitalisation des process, elle dépend d'abord de ça, de notre capacité à regarder qui est autour de nous et comment ensemble on va pouvoir tisser ces liens digitaux du futur. Alors pour rebondir, et ce n'était pas prévu sur ce que dit Emmanuel, moi je participe au comité des vitrines de l'industrie du futur, c'est un label, c'est le comité label des vitrines de l'industrie du futur. Donc si vous avez une entreprise qui a un projet d'industrie 4.0, eh bien elle peut demander à concourir pour avoir ce label. Eh bien dans ce label, qu'est-ce qui est important? On regarde, c'est pas toute une entreprise, ça peut être qu'un projet ou qu'une usine. Et qu'est-ce qui est important? C'est travailler dans un écosystème, c'est l'humain, comment on a mis l'humain au centre des décisions, et ensuite c'est tout ce qui est éco-conception, tout ce qui est l'écologie, bien sûr la fabrication et bien sûr le business model pour arriver à que ce soit rentable, mais c'est vraiment ça, pour obtenir ce label, donc ça définit l'industrie du futur, c'est vraiment ce qui est mis en avant. Donc je poursuis, l'industrie du futur, alors il n'y a pas un modèle cible, ça n'existe pas, il n'y a aucune vérité absolue, mais c'est juste une invitation à une stratégie et il appartient à chacun, à chaque entreprise de suivre son propre modèle. Alors, pour cela, on va avoir quand même des guides, on va avoir des jalons à suivre, que l'on peut suivre, et justement, on va parler de l'Alliance Industrie du Futur. Vous n'avez pas la présentation? Ah, ok, pardon. On va parler de l'Alliance Industrie du Futur. Et l'Alliance Industrie du Futur, ça a été créé en même temps que le plan Industrie du Futur en 2015, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie. Son rôle était de faire en sorte au niveau national de promouvoir et de faire en sorte que les entreprises aillent vers l'industrie du futur. Donc ils ont créé un guide, je vous ai mis un petit peu le lien pour pouvoir y accéder si vous le souhaitez. Et ce guide a défini 6 grands thèmes. Donc, ces 6 grands domaines, et par exemple, il y a le premier domaine, on va parler des objets connectés et de l'Internet industriel, ensuite des technologies et productions avancées, ensuite de la nouvelle approche de l'homme au travail, l'organisation et le management innovant, vous voyez, l'homme est au centre, des usines et des lignes et îlots connectés, les usines connectées, les ateliers connectés, des îlots dans les usines, et puis tout ce qui est piloté, tout cela va être piloté et optimisé
de la relation client et fournisseur intégrée, et derrière des nouveaux modèles économiques et sociétaux, des stratégies et des alliances. Donc, ces 600 grands domaines qui ont été définis, hein, à partir du moment où vous avez ces six grands domaines, derrière, il va y avoir 29 thématiques qui vont se répartir dans ces 6 grands domaines. Alors, je vais juste en donner une ou deux. Si je regarde le grand domaine, le domaine numéro 3, qui est la nouvelle approche de l'homme au travail, dedans, on va retrouver tout ce qui est les applications mobiles et sociales, la qualité de vie au travail, l'assistance physique, l'assistance cognitive et la conduite du changement. Et donc, ça veut dire que si vous allez un petit peu vers l'industrie du futur et vous voulez réfléchir sur ce domaine-là, eh bien, il y a ces thématiques, ces quelques thématiques à regarder. Et ensuite, eh bien, ils ont défini 69 fiches explicatives que je vais appeler des macro-briques. Et donc, pour chaque thématique, il va y avoir plusieurs fiches ou macro-briques qui vont rentrer en ligne de compte. Alors, je vous laisse peut-être, enfin, il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la cybersécurité. Donc, ben, vous voyez, il y a 69 nouvelles fiches et qui vont toutes faire ensuite faire partie des différentes thématiques et des différents domaines. Et là, si je reprends juste un exemple, hein, donc tout ça, vous pourrez le retrouver, hein. Si je prends les objets connectés et l'Internet industriel, ben, si je m'attaque à ce domaine-là, eh ben, je vais regarder la thématique des produits connectés, des technologies de connexion des machines et de l'infrastructure d'échange de données. Et ensuite, pour, par exemple, les technologies de connexion des machines, je vais regarder la fiche explicative numéro 7 et 11, qui sont les capteurs autonomes de communication et la communication et la lisibilité des machines. Donc voilà. Donc tout ça, pour chaque grand domaine, on a ces fiches explicatives, hein, réparties par thématique. Et donc ça vous aide à vous poser au moins les bonnes questions. Et c'est assez exhaustif. Voilà. Donc on les parcourt très rapidement. Hein, donc là, la technologie de production a avancé, c'était le domaine numéro 2. L'approche par l'homme, on l'a vu, les usines et lignes îlots connectées. Et puis ensuite, le 5, les relations clients-fournisseurs intégrées, avec des thématiques sur la digitalisation de la chaîne de valeur, l'innovation de production collaborative, la gestion du cycle de vie des produits et des services, et ensuite différentes macro-briques qui rentrent dedans. Et voilà, donc les 6 thématiques, on a vu les 6 thématiques, hein, on ne va pas les faire toutes parce que sinon c'est fastidieux. Et ensuite, ça c'est ce qui a été fait par l'Alliance Industrie du Futur, comme je vous l'ai dit. Mais par exemple, si on regarde ce qui est fait à la région, au campus du numérique à Charbonnières, par exemple, il y a 6 plateformes technologiques, hein, que vous pouvez visiter. Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est très intéressant. Et eux ont défini 15 thématiques. Des thématiques qui sont voilà, l'excellence opérationnelle et le digital ligne, l'IoT, la robotique, la cobotique, le jumeau numérique. On reviendra un petit peu sur ces définitions après pour s'il y a besoin. Et puis ensuite, la fabrication additive, l'intelligence artificielle et les nouveaux modèles d'entreprise par le digital. Tu voulais me dire ? Ça, on en reparlera un petit peu, mais je pense qu'on pourra peut-être le détailler quand on verra la notion du lean management, de l'excellence opérationnelle, parce que finalement, tous ces concepts sont liés à ce qui se passe concrètement dans l'entreprise. Chacun des concepts qu'on a pu voir, des concepts généraux ou des macro-briques, sont liés à certaines, une ou parfois plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Ce qu'il va falloir, nous, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec les définitions que tu vas nous proposer, c'est essayer de comprendre par rapport à notre business model chacun, que ce soit TPE, petite entreprise ou alors plus grand groupe, à quelle étape de la chaîne de valeur je vais pouvoir adapter tel outil, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, etc. Parce que là, on voit qu'il y a du boulot, on voit qu'il y a des axes et des leviers de performance, mais c'est extrêmement complexe et effectivement, il faudra du temps. Il ne s'agit pas d'adopter les 69 macro-briques et d'essayer de les faire rentrer dans son business model. Ça n'a pas de sens, hein. Donc on verra tout à l'heure un petit peu comment justement on peut se saisir peut-être de l'une ou de l'autre de ces technologies pour commencer et pour vraiment améliorer son ligne notamment. Voilà. Et si je regarde juste les nouveaux modèles d'entreprise par le digital, donc juste très rapidement, c'est quoi ? Ça peut être le modèle gratuit, le modèle à la demande, le commerce électronique, les places de marché. Donc tous ces nouveaux modèles qui sont arrivés,
et avec l'industrie du futur, avec les nouvelles technologies. Voilà, c'est juste pour donner un petit peu cet exemple-là. Et dans les nouveaux business models, moi j'ajoute encore vraiment cet élément de l'importance du projet transversal, de l'importance du maillage, de l'écosystème territorial et la notion du faire ensemble, avec des notions qui sont peut-être encore un peu nouvelles aujourd'hui, mais la gestion peut-être du partage des stocks, du partage de l'outil de production. Ça ne se fait pas encore, certains le font. On est sur du début, mais le nouveau business model aujourd'hui c'est ça. C'est vraiment réfléchir à comment je peux faire avec quelqu'un d'autre pour que ça me coûte moins cher, pour que j'évite de faire reproduire des choses alors que j'ai des stocks dormants peut-être quelque part. L'idée, c'est de communiquer pour être plus efficace sur ma chaîne de production. Voilà, donc maintenant, on va passer sur quelques définitions, parce que peut-être que pour remettre un petit peu les choses à leur place, on entend beaucoup de termes, et des fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, on m'a demandé de donner quelques définitions, alors je les donne. Si on regarde le lean management, là, je pense que vous savez tout ce que c'est. Ça va être l'élimination des gaspillages. L'excellence opérationnelle, c'est une démarche qui va pour maximiser la performance de l'entreprise, qui est en 3 points: le management et surtout la digitalisation des process de production et des documents. Et si on digitalise ces process, ben, on va les suivre, mais surtout, on va pouvoir les mettre à jour. On va savoir quand est-ce qu'ils sont utilisés, est-ce qu'ils sont beaucoup utilisés, est-ce qu'ils ne sont jamais regardés, etc., etc. On va avoir une phase de résolution de problèmes avec des étapes dans la résolution des problèmes pour analyser les problèmes, et essayer de trouver des solutions et ensuite faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas et d'analyser le pourquoi, le comment et faire un bilan à la fin des étapes de résolution de problèmes. Et on va éliminer le gaspillage. Éliminer le gaspillage, c'est sur tous les points. Pas de surstock, pas de rebut, pas de perte de temps, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est l'excellence opérationnelle. Et si je peux me permettre, pour que tout ça fonctionne, ce qui va être absolument indispensable, c'est de créer des plateformes d'échange. Des plateformes d'échange sur lesquelles toutes les étapes de la chaîne de valeur peuvent communiquer. Sur la question, on en a parlé, des stocks dormants, qui sont un gros problème de notre industrie. La question des services que certains peuvent apporter à d'autres, ou de solutions qu'on peut s'apporter les uns les autres. La question des petites quantités aussi, qui est un vrai enjeu. On en parlait tout à l'heure, et on se disait que l'usine 4.0, l'usine digitale, doit permettre d'apporter des solutions à la fois à celui qui veut des quantités industrielles extrêmement importantes, etc., mais aussi à celui qui veut de la petite quantité. Relancer l'économie locale, c'est aussi repartir à zéro avec des gens qui veulent faire des prototypes pour une série de 10 maillots de bain pour tester. Comment est-ce qu'on fait pour lancer une prod de 10 maillots de bain? Les industriels, et on les comprend, diront je suis désolé, mais moi sur une si petite quantité, je ne peux pas. Je ne peux pas vous lancer votre production. Donc là, l'industriel est obligé de dire non. Et le créateur, par exemple, on est vraiment sur de la position créateur de la petite quantité, il est coincé. Comment est-ce qu'on fait pour mutualiser peut-être la demande ou mutualiser la réponse à cette demande pour pouvoir finalement dire oui? L'usine digitale et la modernisation de l'industrie, c'est la question de pouvoir dire oui, d'être agile, d'être efficace et réactif, et de ne pas dire « ah bah non, ça je peux pas, ça je peux pas ». C'est vraiment essayer de réfléchir ensemble en se disant ok, a priori, ce n'est pas possible pour des raisons financières, pour des raisons de pièces, d'outillage, etc. Comment est-ce qu'on peut se poser en communiquant au niveau de toute la chaîne de valeur pour trouver une solution là, tout de suite, maintenant, pour la grande quantité et pour la petite quantité? Merci. Ensuite, si on passe sur les robots et les cobots. Alors, c'est quoi la différence entre un robot et un cobot? On entend parler de cobot. Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Un cobot, c'est un robot qui va évoluer avec des humains autour de lui, donc il va falloir qu'il fasse attention à tout son environnement. Je vais vous donner un exemple rapide. Nous, on a un adhérent qui s'appelle Meanwhile, qui fait des robots qui amènent des ustensiles ou des médicaments dans des différentes chambres dans les hôpitaux. Donc, il prend l'ascenseur tout seul, etc. Mais quand il est dans un couloir, et qu'il avance, il doit pouvoir détecter s'il y a 2 personnes, que ces 2 personnes sont en train de discuter. Dans ce cas-là, il continue son chemin, il ralentit, mais les personnes vont se pousser. Mais si c'est un brancard, le brancard, il faut qu'il l'évite. Donc, il se met sur le côté ou il se met dans un endroit où le brancard pourra passer. Voilà. Donc, on arrive à ce degré quand même de reconnaissance maintenant sur des matériels qui sont de plus en plus intelligents.
Et je rebondis là-dessus aussi parce que le robot, on en entend parler quand même depuis un petit moment maintenant, mais pareil, comment est-ce que je fais pour intégrer un robot ou un cobot sur ma chaîne de valeur? On peut prendre peut-être quelques exemples qui pourraient vous parler, notamment sur la question de la pénibilité ou de la rapidité de certaines étapes de la chaîne de transformation du produit. On peut citer notamment l'entreprise HTH à Pierre-Bénite, que tout le monde connaît probablement moins de nom, où on voit bien que sur la chaîne d'impression à cadre, d'impression à la lyonnaise, on a un travail qui ne peut absolument pas, sur lequel l'humain ne peut pas être remplacé par un robot. Ce n'est pas la question de la substitution de l'homme par la machine, c'est l'histoire du travail ensemble et de comment je vais enlever de la pénibilité avec un robot qui va porter le cadre et remettre le nouveau cadre pour passer à la couleur suivante. Donc là, on est sur l'optimisation de la ligne de production et sur la réduction de la pénibilité, vraiment. Donc là, c'est un travail, encore une fois, main dans la main, entre la technologie et le regard indispensable de l'homme, de nos meilleurs ouvriers de France, de la technique et du savoir-faire qui font aussi le rayonnement de la France. Il ne s'agirait pas de mettre des robots partout. Encore une fois, c'est une réflexion qu'on doit avoir sur comment j'intègre cette technologie à l'humain, à l'existant. Merci. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, la différence, c'est quoi? Et la réalité virtuelle, eh bien, on va dire que c'est un monde artificiel. Je vais être sous l'eau, j'ai des lunettes et je me retrouve sous l'eau et je nage au milieu des poissons. Alors, dans le milieu industriel, je suis dans mon usine et je me promène dans mon usine. Ça, c'est souvent utilisé dans certaines entreprises quand ils ont beaucoup d'intérimaires ou beaucoup de nouveaux embauchés ou qu'ils ont des saisonniers. Donc, ils les mettent les lunettes comme ça, ils font visiter les entreprises, ils donnent toutes les règles de sécurité, etc. Ou pour des nouveaux embauchés. Voilà. La réalité augmentée, elle, c'est différent. La réalité augmentée, c'est j'ai des lunettes, j'ai un problème sur une machine, avec mes lunettes, eh bien, directement, je peux avoir la documentation qui arrive sur ce que je regarde, sur le schéma électrique de ce que je suis en train de regarder. Et directement avec mes lunettes, je peux aussi faire appel à un technicien qui est peut-être à l'autre bout du monde et qui va nous aiguiller pour réparer la machine. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le domaine de la formation, tu le disais Vincent, puisqu'on va avoir la possibilité de manipuler et sans être en train de lire une notice à côté. C'est-à-dire qu'on manipule et qu'on a l'information qui arrive, donc en réalité la augmentée, en parallèle de la manipulation. Pour la réalité virtuelle, par exemple, il y a des choses qui peuvent être intéressantes sur la question de l'essayage virtuel, sur la question du showroom virtuel. On l'a vu notamment pendant les périodes de confinement ou quand les déplacements sont impossibles, ou alors qu'on considère que les déplacements, il faut peut-être les ralentir un petit peu parce qu'on est aussi dans une période de RSE. Donc tout simplement pour réduire les déplacements et les échanges, avoir une possibilité de showroom virtuel, donc là on est sur la réalité totalement virtuelle, ça nous permet de voir un petit peu la cohérence de toute une collection sans être physiquement dans un showroom. La réalité augmentée, ça va être la possibilité aujourd'hui d'aller dans un showroom pour le coup vrai. On va toucher une pièce, on va regarder un tissu, on va regarder un modèle et on va avoir les informations qui vont s'afficher directement par rapport à ce modèle. Toute la question du sourcing, la question des achats, la question de la traçabilité, des matériaux, la technicité du matériau, etc. Donc ça, c'est quand même une utilisation concrète, assez facilement applicable et très intéressante que beaucoup d'entreprises ont déjà adoptée. Je crois que c'est surtout la vision dans la réalité augmentée, ça fait un petit peu monde du futur, c'est un petit peu inquiétant pour certaines personnes, on a l'impression d'être dans un film de Steven Spielberg. Pas tant. Je pense à l'exploitation qu'en fait, je crois que le CTC a travaillé avec une entreprise de Laval sur la question de la vision. La vision augmentée, ça va permettre par exemple à quelqu'un qui va être équipé d'une lunette de pouvoir scanner sa matière, donc du cuir ou autre, de pouvoir regarder sa matière et d'avoir une détection par exemple de défauts. Et ça, c'est quand même très important d'avoir une détection plus rapide à partir d'images qui auront été enregistrées par l'intelligence artificielle d'un matériau impeccable ou qu'on va considérer sans défaut ou qui atteint les niveaux de qualité exigés. Et puis du coup, par comparaison, tous les autres qui vont être scannés, on va pouvoir y déceler ce qui ne nous intéresse pas ou alors faire des catégories de qualité. Ça, c'est impeccable. Ça va être une catégorie 2, catégorie 3. Ça va être du deep learning, c'est-à-dire qu'au-delà de la vision, on va avoir aussi, si on va plus loin, une capacité à analyser et à faire une taxinomie, à catégoriser les différents niveaux de production. Alors, on va poursuivre. Et là, on va... alors, l'intelligence artificielle, alors là, c'est vaste sujet. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on en a partout. Donc, c'est quoi? C'est des
techniques et de développement qui vont permettre de réaliser des opérations complexes et qui vont être capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. On va programmer de la même manière que le cerveau, pour réagir de la même manière que le cerveau. Voilà, c'est ça l'intelligence, c'est du code. Alors peut-être que tu as... Alors c'est du code, ouais. Mais moi si tu parles de code, je ne comprends rien. Pour moi, au niveau de la mode par exemple, ou du textile, ce dont je vais avoir besoin parfois et qui va nécessiter de se creuser les méninges, c'est la création d'un mood board pour la mise en place de la nouvelle saison, de la nouvelle collection. La mise en place d'un mood board qui va déboucher sur un plan de collection. Ça, ce sont des termes qui nous parlent tous. Or, on a aujourd'hui la possibilité, on l'a vu avec l'exemple d'un site internet qui s'appelle Yox, une plateforme de e-commerce qui s'appelle Yox, Yox Net-à-Porter, ça vous parle peut-être. Ce site internet, ces deux sites internet existent depuis 18 ans. Et on a du coup la possibilité aujourd'hui de croiser des données collectées sur le site avec des technologies de reconnaissance d'images et d'analyse sémantique, c'est-à-dire des mots qui sont utilisés à la fois sur le site, sur le feedback client, sur les réseaux sociaux. On va croiser toutes ces données avec des algorithmes et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et on va avoir, donc l'intelligence artificielle va produire un mood board, va produire une amorce de plan de collection sur lequel ensuite les designers vont pouvoir travailler. Ce plan de collection ou ce mood board va être assez pointu puisqu'on va avoir des tendances couleurs, des tendances matières, des préférences en termes de forme et de style, mais aussi un positionnement tarifaire. Tout cela en fonction de quoi? De tout ce que les commentaires qu'on a trouvés sur le net ont pu nous apporter. Je préfère une robe un peu plus courte, je préfère que ce tissu ne se repasse pas, je préfère avoir des couleurs foncées ou alors avoir textile, etc. Et tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui va le compiler pour nous proposer finalement la meilleure pièce au bon moment. Et pour fournir tout ça, il y a des programmes très complexes de code, c'est de la codification très complexe pour arriver à ces résultats-là. Voilà. Et alors maintenant, on va passer très vite à l'IoT. L'IoT, c'est quoi? L'IoT, je pense que vous en avez tous. C'est un réseau d'appareils qui est connecté et qui sont capables de converser entre eux pour donner des informations à un utilisateur qui va prendre des décisions en fonction. Et alors, souvent, il y a des capteurs, même des capteurs intelligents qui, en fonction de température, etc., vont déclencher des actions. Donc, derrière, il y a l'IoT. C'est quoi? C'est l'IoT dans le milieu industriel. C'est la même chose que l'IoT, sauf que bien souvent, c'est beaucoup plus sécurisé et ça répond à des normes beaucoup plus drastiques qu'un IoT normal que vous pouvez avoir chez vous. Et l'IoT n'est pas un plat méditerranéen, s'il y en a qui se posaient la question comme moi. Au niveau des outils de l'Internet, des objets connectés, là c'est assez simple puisque vous les pratiquez déjà bien souvent. Et ça c'est une mise en application assez facile pour les entreprises. On a la montre connectée, on a évidemment le smartphone, on a la tablette. Et tous ces outils-là qui peuvent être connectés, on a toujours les trois grands axes, produits, machines et hommes. Et tout ça bien évidemment sur toute la chaîne de valeur. On parlait du capteur aussi, ça c'est peut-être quelque chose qui vous semble encore peut-être un peu nouveau. Le capteur, c'est aussi quelque chose qu'on peut positionner sur l'humain, notamment dans la question de la sécurité au travail. Lorsqu'on va avoir une posture, quand on est sur une chaîne de production et qu'on peut peut-être avoir une mauvaise posture, on peut aujourd'hui équiper des personnes de capteurs, notamment au niveau du tronc, pour voir un petit peu quelle est la posture. Et le capteur va signaler une posture qui peut être un peu douloureuse au bout d'un moment. Et surtout si cette posture, on la garde pendant, je dis n'importe quoi, plus de 10 minutes, plus d'une heure, et que du coup, là, on peut vraiment avoir une pénibilité. Le capteur va signaler quelque chose, ce qui fait que la personne va corriger sa posture pour être sûre de ne pas avoir des problèmes par la suite pour ce genre de choses. Alors les montres connectées, les tablettes, ça tout le monde s'en sert à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Decathlon avait mis en place dans le concept store de Confluence aussi tout un travail en lien entre des montres connectées et de la RFID, donc ce qu'on appelle de Radio Frequency Identification, la manière dont on va pouvoir géolocaliser notre produit en temps réel, quelle que soit l'étape dans laquelle il est sur la chaîne de valeur. Et du coup, en magasin, par exemple, c'est-à-dire plutôt à la fin de notre chaîne de valeur, les gens vont savoir ce qui est en stock actuellement. Alors déjà, si c'est dans le magasin, si c'est dans l'entrepôt, on évite d'avoir des stockistes qui vont courir pendant 3 heures pour aller chercher des choses qui sont au bout du stock. On sait exactement où est le produit et à quel moment, c'est-à-dire en temps réel. J'insiste sur la notion du temps réel qui est capitale.
Parce qu'en parallèle du magasin, il y a aussi le e-commerce. Donc, où est le stock? Admettons qu'il nous reste un tout petit reliquat de stock. Bim, il est parti en e-commerce. Moi, je l'ai encore en magasin ou pas, etc. Est-ce que je peux satisfaire la demande de mon client? Il faut absolument qu'on ait l'info tout de suite. Donc, tous ces objets nous permettent aussi, tablettes, montres connectées, smartphones, peut-être des capteurs aussi à d'autres niveaux, de savoir où en est notre produit dans toutes les étapes de sa chaîne de valeur. On pense aussi à la question des stocks dormants. Il faut savoir en permanence ce qu'on a pour pouvoir éventuellement faire des rétrocessions, faire bénéficier, on l'a dit, peut-être d'autres entreprises d'un stock qui nous sert plus. Il faut qu'on sache, qu'on ait cet état des lieux en permanence. Et l'idéal, ce serait aussi que que tous les acteurs de la chaîne de valeur sur ce produit, tous les acteurs de l'entreprise, soient au courant de ce stock au même moment. Merci. Alors, le big data, c'est quoi? C'est aujourd'hui tous ces capteurs qui sont de partout, ils génèrent des données. Ces données, il faut les stocker. Et surtout, il faut s'en resservir après. Parce que s'il est stocké et qu'on n'en fait rien, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est ce qu'on appelle le big data. C'est on les stocke, on les organise. Et surtout, on donne les moyens de les exploiter avec des nouvelles technologies spécialisées pour. Voilà. Et ça, le big data, c'est vraiment une vraie question et on va conclure là-dessus parce qu'aujourd'hui, on en est, je pense que sur une échelle de 1 à 10, on en est peut-être à 0,5 de l'exploitation de la data. Cette data qui va nous permettre vraiment d'impacter notre entreprise et notre usine au niveau de la rapidité, de l'agilité, de la compétitivité et de l'attractivité. Utiliser toutes les informations qui sont communiquées au début jusqu'à la fin de la chaîne de la production, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs. Ça nous permet de réduire les coûts d'obtention, par exemple, pour la qualité qu'on souhaite avoir. Ça nous permet de travailler sur la gestion du réassort et d'approvisionnement maîtrisé pour éviter ce qu'on appelle l'effet bullwhip. Vous savez, on a une rupture de stock, on repasse une commande, et puis souvent, entre les interlocuteurs qui sont la boutique finale, la marque ou le distributeur et le fabricant, il y a des décalages qui font qu'on peut avoir des fois une production qui, par rapport à une petite demande, on a relancé une énorme production, et bim, on se retrouve avec un stock absolument énorme, alors qu'aujourd'hui, on est clairement sur une vision de production à la demande. Et je crois qu'on verra Tekin cet après-midi qui nous en reparlera. Donc, la data, si on l'exploite, nous permet vraiment d'être au mieux dans les quantités de ce qu'on souhaite produire. On termine très rapidement, je crois qu'il nous reste 1 minute ou 2. Le jumeau numérique, je pense que c'est important de parler du jumeau numérique parce qu'on l'entend beaucoup. Donc c'est quoi? C'est la maquette numérique ou la réplique virtuelle, soit d'une usine, soit d'une machine, soit d'un atelier, etc. Donc on crée un jumeau numérique et derrière, on va pouvoir simuler plein d'actions sur ce jumeau numérique. Et ce qui fait que si vous voulez mettre en place une nouvelle machine, vous pouvez la mettre en place à partir du jumeau numérique pour la simuler, voir si elle va bien, si elle est au bon endroit, etc. Et ensuite, une fois que toutes les simulations sont bonnes, vous le mettez en réel dans votre entreprise. Donc ça, c'est très important. Et ça fonctionne sur une machine ou sur tout le pool de machines. C'est-à-dire qu'on peut équiper un objet ou alors tous les objets. Et on peut visualiser aussi en termes de prédictif là où ça ne va plus marcher. Là où on voit qu'il va y avoir un souci. Donc en amont, tout de suite, on peut corriger le pilotage de la machine pour éviter sur la chaîne de production réelle le défaut ou l'anomalie qu'il va y avoir sur la chaîne de production. Je crois qu'on a fait le tour. Juste, il nous reste 30 secondes pour la cybersécurité. C'est quoi? On entend parler beaucoup de ça. On va faire en sorte que le matériel, le logiciel et tout ce qui est communication soit sécurisé dans une entreprise. Voilà, pour éviter pour qu'il continue à fonctionner correctement. Oui, c'est d'actualité. Je te laisse la fin. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de technologies. Rien que là, vous avez pas mal de choses auxquelles vous pouvez réfléchir pour voir encore une fois comment vous pouvez l'adapter à vos propres business models et aux acteurs avec lesquels vous travaillez. On vous remercie de votre participation. On vous souhaite une belle journée de rencontres et d'échanges. Merci beaucoup. Merci.